Décryptage par Jamaldine Benchenouf. Bonsoir. Cette fois-ci, lors de l'inauguration de la ligne minière entre Garage Billet et Bachar, le président Tebboune est resté curieusement et relativement mesuré dans ses propos, même si pour ne pas déroger à ses tartarinades habituelles, il a parlé, je cite, tout ce que je vais dire est de lui, il a parlé de moments de victoire historique sur le chemin du développement. Il a parlé de rendez-vous avec une réalisation nationale historique. Il a dit que ce projet gagnerait bien sa place dans le Guinness Book of Records, que ce projet est une victoire dans la bataille du développement, d'exploitation des ressources naturelles du pays pour sortir de la dépendance aux hydrocarbures. Sortir des hydrocarbures en allant vers d'autres ressources naturelles. Bon. Il n'a pas oublié non plus de recourir à l'habituel fonds de commerce mémoriel, dans le plus pur style des harangues habituelles. Il a dit, je le cite, « Le message immortel des martyrs est un héritage capable de remporter la victoire pour le développement. » Il a rappelé aussi que l'Algérie des défis a permis de réaliser ce projet grâce à la volonté algérienne, au financement algérien et au cadre algérien, et c'est à peine s'il a rajouté avec le concours de nos amis chinois. Il n'a pas oublié la fibre religieuse, le vieux fonds de commerce, bien sûr, et comme d'habitude, que, nous dit-il, c'est le Tout-Puissant qui nous a accordé la richesse et des biens dans toutes les régions de notre cher pays, des richesses prises en charge par la volonté nationale sincère, les compétences et les aptitudes qui permettent à l'Algérie de porter son destin sur ses épaules. Quel qu'en soit, continue-t-il, quel qu'en soit le prix en termes d'épreuves et de sacrifices. En larmes. Il a encore rappelé, après sa référence au Guinness Book des records, que ce projet est un miracle réalisé par des hommes qui ont cru en leur patrie et se sont sacrifiés pour elle, etc., etc. Une intervention relativement courte, mais qui exsudait la mégalomanie débridée et toutes les habituelles formulations éculées d'un système qui n'a pas su renouveler ses modes de communication, qui ne craint pas le ridicule, qui se complaît dans l'admiration de son propre nombril et qui croit ainsi tromper les millions de familles qui croupissent dans la misère. Vous seriez ainsi tenté de me demander pourquoi alors ai-je précisé en début de cette intro que le président Tebboune est resté curieusement et relativement mesuré dans ses propos. Et vous auriez raison, bien sûr. En fait, j'ai bien dit relativement, parce que d'habitude, et pour infiniment moins que cette réalisation, qui reste honorable malgré tout, le monsieur en faisait tellement que ça ne se remarquait même plus. Rappelez-vous, sa déclaration depuis la tribune des Nations Unies, quand il avait affirmé du haut de sa superbe que l'Algérie allait très vite produire 1,5 milliard d'eau dessalée par jour, ou son autre confidence au secrétaire d'État américain que notre pays était en mesure de produire très vite 30 millions de tonnes de blé, le niveau du Canada. Ou dans cette interview à la presse, quand il avait affirmé en regardant les journalistes droit dans les yeux
que toutes les démocraties européennes étaient nées à Alger. La révolution des œillets, la révolution grecque, la révolution espagnole, nous dit-il. Je passe sur le reste et c'est pourquoi j'ai dit que cette fois-ci, il est resté mesuré. L'autre nouveauté, et qui semble lui avoir été imposée, est qu'il lisait dans le texte. Il lisait son allocution. Peut-être pour empêcher sa langue de prendre le large du délire. C'est une méthode bien connue en effet que les menteurs compulsifs, les mythomanes compulsifs, s'imposent lorsqu'ils sont en public en s'astreignant à lire leur texte et à ne pas s'en écarter. Ceci explique peut-être cela. Et roule Ramoul. Avec nous pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir mon ami Hassan Hirsch, le docteur Hassan Hirsch, économiste, écrivain, observateur politique. Hassan Hirsch, merci d'être des nôtres. Merci, bonsoir. Et bonsoir à notre invité qu'ils vont découvrir, un grand ami à moi. Que vous n'allez pas présenter cette fois-ci. Non, cette fois-ci, je vous laisse. Et bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci. Et juste avant d'entamer l'émission, je voudrais rappeler le décès d'un grand militant. L'Algérie vraiment perd un grand militant, la Kabylie en particulier, en la personne de Ahmed Aït Bachir, que ses proches appellent avec tendresse Sihmimi, un homme qui a tout donné. C'est l'incarnation de la bonté et de l'humanisme. Et je m'associe à votre peine. C'est l'ami de... Moi, je n'ai pas eu la chance de le connaître. C'est l'ami de mes amis, comme vous, comme Idil Noren, comme tant d'autres, Ali Jodi et tant d'autres qui étaient bouleversés et qui m'ont appelé pour me l'apprendre. D'ailleurs, j'ai demandé à Idil Noren de présenter les condoléances de la chaîne à sa famille. Je regrette vraiment. Oui, puisqu'il reposait en paix, on m'a dit qu'on l'a enterré aux côtés de son fils. Il va être enterré aux côtés de son fils, voilà. Oui. Et que tout le monde... Et lui, son désir le plus cher, c'était de pouvoir un jour réintégrer la dépouille mortelle de son fils en Algérie. Absolument. Et là, ses amis sont en train de discuter, me dit-on, de la possibilité de les réintégrer tous les deux pour être enterrés... C'est ce qu'a annoncé son fils, qui est heureusement qui est encore vivant, que Dieu lui accorde une longue vie. Il a annoncé effectivement publiquement que dès lors que l'Algérie sera démocratique et qu'elle ne persécutera plus ses enfants, il se chargera effectivement de transférer de rapatrier celles de son père et de son frère en Algérie. Rabbi Rahmou, puisse-t-il reposer en paix. Liaz Jbeili est avec nous, économiste, observateur politique, militant du Hirak. Liaz Jbeili, merci d'être avec nous. Merci Jamaluddin, merci pour l'invitation. Je salue mon ami Hassan et toute l'équipe qui assure l'émission. Et puis, je m'associe à votre peine et celle de sa famille. Il me semble-t-il que j'ai rencontré Mashamimi sur la place de la République, n'étant pas sûr. Mais en tout cas, le visage de Mashamimi incarnait la bonté, effectivement. La bonté, l'humanité, la fluidité dans le regard. Donc, de mon côté, je présente toutes mes condoléances, les plus sincères, même si je n'ai pas connu la profondeur humaine de cette personne, malheureusement. Donc, mais en tout cas, je m'associe à
à la peine de ses amis et aussi sa famille. Voilà, que Et la terre lui c'est vraiment rassurant quelque part que ce pays et ce peuple sont absolument admirables, malgré tout ce qu'ils ont subi, malgré cette macération dans laquelle ils ont si longtemps macéré, si je peux me permettre de cette répétition. Mais ça n'empêche que des gens lumineux continuent à être parmi nous, à nous accompagner, à ne pas se laisser corrompre, à ne pas se laisser flétrir, et qui restent là hein, comme ces gens inatteignables en fait, impérissables, inaltérables. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur. Ce sont des sentinelles. Les sentinelles pour notre peuple. Les sentinelles de nos vieilles valeurs. Absolument. C'est magnifique. Alors, Hassan Hirsch, le titre de l'émission, c'est Bachar. Pourquoi Tebboune lisait-il une allocation écrite? D'habitude, il arrive comme ça, le monsieur, et il lâche le taureau. Il dit tout ce qu'il veut, dans tous les sens. Est-ce qu'on lui aurait demandé d'arrêter de faire le guignol? Écoutez, je ne connais évidemment pas les secrets de ce qui l'a amené à procéder de cette façon-là. Ce que je peux vous dire, c'est que beaucoup de chefs d'État lisent dans un premier temps leurs textes, mais après, ils sont confrontés au débat avec la presse. Et évidemment, un débat contradictoire, parce qu'ils reçoivent des questions parfois extrêmement difficiles, gênantes de la part des journalistes, dès lors que, évidemment, on est dans un pays démocratique, un pays où il y a la liberté d'expression, etc. Moi, ce qui me gêne, ce n'est pas qu'il parle sans feuille ou qu'il parle avec feuille, c'est qu'il n'y ait pas possibilité de contradiction, de débat contradictoire, lors même qu'il annonce des choses extrêmement précises, chiffrées, etc., rationnelles, et qui peuvent faire plaisir, effectivement, y compris aux opposants, c'est-à-dire l'ensemble des Algériens. Moi, je pense qu'il faut toujours laisser une fenêtre de tir pour l'opposition. Mais Hassan, pardon de vous interrompre. Je vous en prie. Il y a quelqu'un qui l'a contredit. Pardon? Il y a quelqu'un, un expert en la matière, qui l'a contredit, sur le même projet. Hein. Oui. Il lui a dit, votre projet, il est voué à l'échec, c'est impossible à ce que vous êtes en train de nous... Il a dit des choses très dures. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur est en prison. C'est inacceptable. C'est M. Djelloul. Voilà, Djelloul Slama. Slama, économiste financier, oui. Qui est passé dans une radio... proche du régime, pourtant. Absolument. Oui. Et donc, il a été interviewé et qui a dit avec sincérité, avec... j'ai presque failli dire innocence, parce que c'est un expert et donc il a regardé les chiffres. Il a donc... moi, personnellement, je ne maîtrise pas le dossier en termes techniques, même pas en termes de chiffres. Oui. Je ne me suis pas intéressé à cela. Par contre, lui, il l'a fait. Lui, il l'a fait. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tout simplement que ce projet ne peut être rentable que d'ici 50 ou 60 ans. Après tout, le pouvoir, soit il le contredit avec d'autres chiffres, soit il reconnaît qu'il ne peut être rentable qu'à terme de 50-60 ans, mais qu'il a d'autres atouts. Un projet peut ne pas être rentable du tout. Il peut être créateur d'emplois, susciter de nouvelles dynamiques économiques. Transfert de technologie. Absolument. Transfert de savoir. Effectivement, ruissellement en termes d'emploi, en termes de technicité, en termes aussi d'impact sur l'ensemble de la région sud-ouest, oui. Qui peut effectivement sortir de la pauvreté où elle est restée depuis l'indépendance. Elle peut aussi attirer des investissements. Dès lors qu'il y a, il ne faut pas l'oublier, cette région-là, moi, par contre, là, je peux en parler, puisque j'ai été missionné pour des formations et du coaching par Engie. Je suis allé en mission à Adrar, où il y a effectivement
un immense gisement de gaz qui a été trouvé, qui n'est pas encore exploité à ma connaissance, mais il est là. Et je me souviens même, je revenais de Adrar dans un petit avion de 12 places et j'étais avec un ingénieur d'Engie. Bon, il a vu que j'étais très, libre dans mes idées, dans mon expression, etc., que je pouvais louer l'Algérie, mais aussi critiquer, etc. Donc, il s'est lâché. Il m'a juste dit ceci. Il me dit, Hassan, il me dit, l'Algérie a la baraka. Je lui dis, ah bon, pourquoi? Il me dit, ce gisement de gaz immense, et qui sera rentable. Il m'a dit, il arrive à la frontière marocaine, il s'arrête net. Ah là là là. Voilà. Donc, il y a la le Providence, gaz. parfois, elle joue de Voilà. sales tours. Hein. Voilà. Donc, il y a l'énergie, etc. Oui. Donc, il peut tout simplement être un projet pas forcément rentable, mais rentable d'un point de vue stratégique. Absolument. Aussi absolument. bien au niveau national qu'international. D'autant plus que c'est quand même un produit, le fer, un produit plutôt rare. Oui. Il y a 4-5 pays, pas plus, qui ont la possibilité d'exporter cette matière et c'est totalement stratégique. Ça veut dire que ça peut placer l'Algérie, effectivement, sur un rang qui lui permette de négocier autre chose que le fer. Donc, au lieu de positiver, eh bien, ils ont préféré arrêter celui... Mais si au moins ils l'avaient arrêté dans les règles, dans le cadre de la loi, leur règlement, leur constitution, leur droit, leur code pénal, leur code de procédure pénale. Au lieu de donner un coup de fil comme d'habitude à leurs juges, leurs nervis qui sont là à attendre qu'ils leur demandent d'arrêter les gens et de les condamner, qu'est-ce qu'ils font? Ils le font enlever. Ah, Et par des inconnus, on ne sait pas qui l'a enlevé. Sa famille l'a cherché pendant 4 jours. Inadmissible. Et quand ils l'ont arrêté pendant 4 jours, ils l'ont séquestré. Aucun juge n'a délivré de mandat d'arrêt, ni de mandat d'amener, ni de mandat de dépôt. Il est resté 4 jours chez ses ravisseurs. Oui, allez-y. Justement, c'est ça le danger qui fait que le président doive parler même de ces choses économiques, de projets, etc., alors que c'est le rôle du Premier ministre. Parce que Ça ne sert à rien, le Premier ministre en Algérie. Parce que précisément, il doit servir de fusible. Et ce n'est pas au président, justement, de se mettre en avant sur des choses qui peuvent être contredites immédiatement, etc. En Algérie, le Premier ministre ou chef du gouvernement, ou je ne sais pas comment les gens ne connaissent même pas son nom. Absolument. Son nom. Absolument. Alors, nous allons écouter Jelloul Slama, puis je vais donner la parole à Alias Bailey. Donc, Jelloul Slama, qui a été reçu donc, par une chaîne de télévision proche du régime, qui a dit ce qu'il a dit. Dès le lendemain, cette déclaration a été retirée du site de la dite télévision. Heureusement que ça c'est parti à gauche et à droite sur le YouTube, entre autres. Et nous allons y revenir. Écoutons-le d'abord. كشخص أحبه وأقدره لكن قراءته ليست واقعية. الاقتصاد الكلي كما يقرأه السيد الوزير بفخر بأرقام خيالية في تركيب الميزانية تقريبا نصفها حتى لا أقول أكثر من نصفها غير واقعي. نعم. بيان مينيري شباب qualité نتاعو 0,002% de phosphore يسوى $100. Le minerai de Garchbilet, il est à 0,8% de phosphore. Donc, il est de beaucoup moindre qualité. Qui trouve le marché mondial, automatiquement, il est amputé d'environ $25. 20 à $25. إذا أنت تواصل في تسيير اقتصاد صحيح أرقام غير مفبركة لكن مواصلة النموذج الاقتصادي الريعي. Nous sommes dans la continuité
du modèle économique exclusivement basé sur le pétrole. C'est un modèle rentier, donc rayé. On produit 8000, 2200 actuellement. Moi, je peux dire facilement, Non. je produis 5000, je vais agrandir. 5000 par $80, حسبي تلحقي somme totale 65 millions de dollars par an. 65 millions de dollars par an, ça fait 3,5 milliards de dollars باش ترونتابيليزيها تحتاج 50 سنة pour ne pas dire 60. نحن على مسؤوليتي أقول قد وصلنا إلى حد ما قد يعطيه هذا المنظومة. Nous sommes à la limite de capacité de ce que peut donner un système économique pareil. Nous sommes quasiment à la limite. Vous aurez remarqué qu'il ne porte pas le même veston, donc c'est un montage de 2 émissions, pas d'une seule. Elias Jbeili, avant de revenir, pourquoi Tebboune lisait une allocution écrite? Monsieur Jelloul Slama a dit ce qu'il a dit. On peut ne pas être d'accord avec lui, on peut lui opposer un contradicteur qui soit expert dans son domaine, mais de là à le faire enlever, séquestrer et paraît-il même subir de mauvais traitements, ce qui aurait justement empêché qu'il soit présenté parce qu'il n'était pas en très bon état. Et pire encore, et je vais vous laisser vous exprimer sur la question, pire encore, dès le lendemain, l'habituelle presse domestique, l'habituelle presse nervie, qui est toujours là à frétiller de la queue, vous savez ce qu'ils ont répondu sur leur colonne et sur leur vomi à la télé et à la radio? Que ce monsieur a une haine et une rancune contre l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'il serait d'origine marocaine. Et je vous laisse commenter, Yasbel. Oui. Est-ce que vous savez si, justement, cette émission-là, 2 émissions, semble-t-il. 2 émissions de M. Jelloul, est-ce que c'était avant ou après le discours de M. Jelloul? Avant. D'accord. Avant. Donc, il n'est même pas venu contredire le discours de M. Jelloul. Non, personne ne l'a contredit. On l'a contredit par ce genre de choses, qu'il serait d'origine marocaine, qu'il en veut à l'Algérie pour ses succès et autres fadaises du genre. Oui, quand on veut noyer son chien. Noyer son chien. Elias Jbeili. Tout d'abord, nous dénonçons la répression de M. Jelloul Slama parce qu'il a donné un avis sur un projet. Il a donné un avis sur un projet. Maintenant, comment quantifier ce projet? Est-ce qu'il est rentable ou pas? La question, il est là. Lui, il a avancé, est-ce qu'il a donné des chiffrages? Il a donné en tout cas un argument scientifique, sachant que le fer de minerai de Garage Bilet, on ne dit pas rare, Gara, parce que c'est un mot touareg, ça veut dire c'est la colline de Jbilet. Rare, non, c'est pas ça. Donc, de Garage Bilet contient du phosphore. Donc, sur 3,5 milliards de tonnes, vous avez 1,7 milliard qui ne contient pratiquement 0,01 de phosphore. Ça veut dire il est frappé de bonne qualité. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez le vendre sur les cours internationaux à $100 ou 100 € la tonne, parce que la tonne du fer de minerai sur les cours internationaux, c'est $100. Il a raison. Plus il contient du phosphore, donc il est de moindre qualité. Par conséquent, il va subir ce qu'on appelle une décote, une dépréciation, parce qu'il faut le traiter. À l'instant T où on se parle, il n'y a pas de traitement ou ce qu'on appelle dans le domaine de génie des procédés, le traitement des métaux qui contiennent beaucoup de phosphore. C'est que ce fer qui se trouve en Algérie, comme celui en Australie d'ailleurs, et dans d'autres régions, c'est un fer qui est formé de plusieurs minéraux, de plusieurs stades de minéraux. Et les minéraux, par exemple hématite et magmatite, qui se trouvent dans la composition de ce fer, il y a beaucoup de phosphore. Pour enlever le phosphore, supprimer ou réduire la teneur du phosphore, la déphosphoration, donc il faut des traitements in situ, c'est-à-dire sur place. Vous ne pouvez pas exporter votre acier, vous l'extraire quasiment, vous les embarquez dans les wagons et vous les pour parcourir 1500 km jusqu'au port d'Oran et pour l'exporter vers l'étranger. Quand il arrive, soit
les ports de Fos-Cavaillou dans le sud de la France, ou bien, je ne sais pas, apparemment, le port de Rotterdam n'est pas habilité pour à recevoir ce genre de marchandises. Ils vont être contrôlés. Donc, il faut traitement. On ne peut pas le vendre. Si vous le vendez comme ça sert à rien. Donc, on peut dire, est-ce que la rentabilité ou la viabilité économique du projet sur le court terme, des projets sur le court terme, on n'attend rien en fait, un retour sur investissement. Peut-être sur le long terme. Ce qu'il vient de dire, M. Jalloul Slema, si j'ai bien compris, c'est que peut-être la rentabilité ou le retour sur investissement, c'est après 50 ans, voire 60 ans. Sur 50 ans, 60 ans, ça ne dérange pas. À condition, si vous avez en contrepartie la rentabilité stratégique. Je pense, d'après si on a bien suivi, parce que ça fait des mois et des mois qu'on suit ce dossier-là, et j'ai eu l'occasion d'inviter des personnes qui ont travaillé. M. Moptol, il a travaillé avec Belid Abdeslam, 40 ans, il m'a dit, sur le projet, sachant que le minerai de fer de Raj Bilat a été découvert en 1952. 1952. C'est-à-dire, les Français l'ont découvert en 1952. Comme il n'y avait pas des techniques d'enrichissement et de traitement du phosphore, ils l'ont laissé à l'État. Après, quand les Français sont partis, en 1964, je dis bien 64, le centre de géologie et des mines qui penchait sur cette question. Après, il n'y a rien. Après, je pense qu'il y avait une 72, 73, vous pouvez me corriger, il y avait une certaine joinventure entre le Maroc et l'Algérie pour essayer, je veux dire, d'exploiter. Parce que ce genre de... Parce qu'à l'époque, il était beaucoup plus intéressant de fonder un joint venture pour exporter via l'Atlantique. Ça veut dire que... Absolument. Voilà. Mais, yes. Toujours dans le domaine du fer, M. Trump en personne aurait pris une décision absolument très dure contre l'acier algérien, considérant que pour ce qui est du fer algérien, il y a concurrence déloyale, parce qu'une société privée turque qui est dans l'exploitation du fer en Algérie, son exportation, qui serait très proche de la famille Tebboune, justement, pour ne pas dire son fils. Cette société serait subventionnée à un niveau d'à peu près entre 70 et 80%. Est-ce qu'il est logique de subventionner une société privée étrangère pour l'inciter à venir c'est plus un IDE, c'est plus un investissement direct étranger. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette sombre histoire d'Ilyas Djibrili? Il faut la nommer, Jamel D. Si on veut qu'on soit transparent, il faut nommer cette société. Cette société, c'est une société turque qui appartient à une fratrie, les Fatir, dont le père qui était fondateur de cette société. Mais moi, j'ai toujours posé la question, c'est que cette société, sur le capital, c'est 80%. 80%, quasiment, c'est elle qui contrôle l'acier en Algérie. Si vous me dites, il y a une autre société, hier, j'ai fait une intervention avec Sidi Benad sur un truc, il y avait des commentaires d'Alger qui disaient que quasiment, c'est plus de 80%, c'est que le contrôle total de l'acier. Donc, on voit bien est-ce que le pouvoir algérien cherche une rentabilité économique ou un coût stratégique sur le long terme par rapport aux voisins? Ça, c'est une question à poser. Maintenant, qu'on le veuille ou non, l'acier algérien, quand il doit être exporté vers les États-Unis, comme ça, il va être frappé à 125% de taxes. Ça, c'est Trump qui décide, c'est eux qui décident. Maintenant, si on nous dit, attention, il y a le complexe de Jij el-Bellara qui va essayer de créer ce qu'on appelle, on appelle ça de l'acier vert, bon, bref, mais c'est m'houliz, excusez-moi, c'est que la capacité du complexe de Bellara, c'est 5 millions de tonnes. On nous dit que on peut exporter jusqu'à 50 millions de tonnes. Pour 50 millions de tonnes,
il faut, je dis bien, écoutez bien ce chiffre-là, il faut 42 trains et chaque train avec 24 wagons. Et je veux dire, pour parcourir 1500 km, je ne sais pas comment. On nous dit aussi, maintenant, c'est 3 milliards de tonnes. En 2032, on sera en capacité à 20 millions. Et en 2040, 50 millions de tonnes. À l'instant T, Bellara, il ne peut plus aller au-delà de ses capacités. Soit vous le vendez tel qu'il est, ça veut dire il a raison, non seulement j'approuve et je confirme, c'est dire de façon rationnelle, hein, il faut raisonner de façon rationnelle. Ce qui aura une décote, vous le vendez comme ça, mais qui va le prendre? C'est ça la question. Il faut des acheteurs. Les Français ne le prendront pas. Qui va les prendre? Les Américains, vous savez, ils n'ont pas besoin. Les Allemands, c'est fini. Ils prennent de l'acier propre. C'est fini. Qui va le prendre à un prix, je m'excuse, marginal? Ce sont les Chinois qui vont le prendre. Tout ce qui n'est pas vendu, je le prends, mais à un prix dérisoire. Et c'est ça la question qu'on doit se poser finalement. Est-ce que ce projet est rentable? S'il est rentable dans 50 ans, 60 ans, c'est pas intéressant. C'est pas c'est intéressant. En plus, dans le cas, il va les faire. Moi, je suis assez perdu pour ce qui concerne la chose économique et financière. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi subventionner une société privée étrangère? Pourquoi ne pas subventionner? Est-ce que parce qu'elle maîtrise la technologie à un point où elle devient incontournable? Ce n'est pas le cas, semble-t-il. Je rappelle que même, rappelez-moi, l'Indien ArcelorMittal, c'est ça? Lakshmi. Hajar, qui est venu, qui a beaucoup investi, beaucoup fait de bruit, et qui est parti en courant parce que ce n'est pas possible d'investir et de faire des gains dans ce pays avec toute la bureaucratie, toute la corruption. Mais là, en la matière, Liaz Baili, s'il nous explique un peu de mots, parce que je dois donner la parole à Hassan, pourquoi subventionner à une telle hauteur une société privée turque qui est très louche, puisque beaucoup de gens parlent d'une certaine connivence avec une certaine famille. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer de façon claire pour que nous puissions comprendre? Tout d'abord, ni les Turcs, ni les Chinois ont la compétence, je le dis comme ça, ni les Turcs. J'ai fait mon DEA à l'école centrale de Paris. Je le dis, si je ne sais pas si je peux dire quand même, j'ai une idée comment ça se passe. Les laboratoires ont tellement en termes, c'est-à-dire de granulométrie, de traitement, avant que je fasse de l'économie. Je dis bien, ni les Turcs, ni les Chinois n'ont la compétence dans le traitement des matériaux chimiques. Les seuls qui sont compétents dans le monde, dans le traitement chimique, c'est le groupe Bayer allemand et certains groupes français et américains. C'est-à-dire que le monopole du contrôle, du traitement de ces matériaux de haute, je veux dire, qui contiennent des matériaux et une certaine densité lourde, ce sont les Occidentaux. Vous faites allusion à Tosyali, nommer son nom. Pourquoi subventionner Tosyali? Est-ce que c'est un laboratoire? Est-ce qu'il a des compétences? Est-ce qu'il a créé une usine de traitement pour défavoriser le fer? Non. Pourquoi subventionner une entité étrangère? Je veux dire, du jamais vu, on subventionne une entité étrangère. On subventionne une entité étrangère s'il y a des accointances, forcément, je dis bien s'il y a des accointances avec l'intérieur. Comment cette famille, la famille Fetir, qui sont venus de Turquie, ils ont pris le contrôle de l'acier algérien, on les subventionne, c'est-à-dire non seulement, ils l'ont fait avec Lakshmi, celui qui a racheté le complexe sidérurgique de l'Hajjab. Il y avait une note d'un bureau d'études britannique qui s'appelle Hatkins. Écoutez bien, Hatkins. C'était la page concernant l'impact environnemental du complexe sidérurgique de l'Hajjab. 4 pages et demie. Et le complexe de Talamizour à Bijaya,
soi-disant, c'est pour essayer d'exploiter ce projet. C'est une petite société lugubre qui n'a aucune notoriété sur le plan énergétique australienne. Ils ont fait appel à elle. Est-ce que vous savez que la conclusion, une demi-page, et vous savez, vous connaissez, et vous savez l'histoire du complexe du Rig Al Hajjar, Monsieur Lakshmi, il a acheté pour 0. Ils ont épongé ses dettes, c'est-à-dire tu viens, on te donne tout. Ils ont épongé ses dettes, c'est-à-dire toutes les dettes ont été épongées par le trésor public algérien. Il a licencié pas mal de salariés, il a gardé le four, après il a vendu en repartant une plus-value de $1 milliard. C'est pas moi qui le dis, c'est factuel, ce sont les faits. C'est terrible. On C'est parle à terrible. l'épreuve C'est des faits, terrible. cher Jamel. Et M. Tebboune qui vient comme une fleur nous parler de miracles économiques et de génie algérien et de ceci et de cela. Hassan Hirsch sur ce sujet, c'est quand même incroyable de ramener des sociétés turques qui passent d'ailleurs pour qui portent en elles une connotation de société mafieuse d'ailleurs. Hein, Tossiali, elle s'appelle. Ah voilà. Moi je me rappelle. Oh. Tossiali. Voilà. Et donc, est-ce que c'est normal de subventionner une société comme ça pour venir exploiter votre fer? Si c'est le cas, je trouve ça anormal, d'autant plus que... C'est M. Trump qui le dit. Hein? Oui, après, M. Trump... Oui, non, mais pour décider du taux, de la taxe... Vérité, je sais, non, oui. pour décider de la taxe. Oui. Il considère que c'est une concurrence déloyale. J'ai compris. Et qu'est-ce qu'il fait comme taxe? Il aligne le niveau de la taxe au niveau de la subvention. Oui, mais enfin, M. Trump... Mais c'est vrai qu'il n'est pas crédible. Il n'est pas crédible, il fait un peu il n'y a aucun doute. n'importe quoi, y compris comme des personnalités des Républicains, c'est-à-dire son parti politique, le prennent un petit peu pour un fou. Donc, oui, c'est vrai. On voit d'ailleurs ce qu'il essaye de faire en Iran, là, au Moyen-Orient, c'est absolument dingue. Voilà, ça dépasse carrément l'imagination. Voilà. Donc il fait pression un peu comme il veut, il dit ce qu'il veut, lui aussi il ne veut pas qu'on le contredise, et si on le contredit, comme il est très susceptible, mégalomane, dès lors qu'on le contredit, hop, il va prendre des mesures complètement... Et c'est pour ça que Tebboune ne le contredit jamais. Disproportionnées. Quand il lui dit de voter pour le plan de Raza. Il n'y a pas que notre président qui ne le contredit pas. L'immense majorité. Je sais. À part les Indiens, les Chinois, les Brésiliens, les Coréens du Nord. Et les Iraniens. Les Iraniens, évidemment, en premier. Les Russes. À part, voilà, 5-6 nations, je crois que les autres ont intérêt à se coucher. Ah, les autres sont à plat ventre, couchez-vous. Il est très dangereux, il est, comment dire, on ne peut pas savoir quelle peut être sa réaction. Mais financer une société... Alors, maintenant, pour répondre à votre question, si c'est le cas, parce que malheureusement, moi, je n'ai pas de données sûres, je n'ai pas de source sûre, donc, si c'est le cas, évidemment que ce n'est pas normal, parce qu'une société, qu'elle soit nationale ou étrangère, d'autant plus que Tossiali est une société privée, familiale. Oui. Donc, on peut lui prêter de l'argent s'il le faut, à un taux internationalement reconnu, et avec évidemment un échéancier, mais subventionné, ça me semble effectivement totalement en dehors des clous. Parce que ce n'est ni rentable économiquement, financièrement, politiquement, ni moralement admissible, ni moralement, etc. Et sur le plan économique, ça devient de la concurrence déloyale pour les autres partenaires. C'est ça, d'autant plus que lorsqu'on voit ce qu'ils ont fait à M. Brab, avec son argent, on l'empêche même de faire des projets qui auraient pu générer des centaines de milliers d'emplois. Et donc, alors que les étrangers, on les accueille comme ça à bras ouverts, c'est totalement démentiel, c'est inexplicable. Voilà, c'est la réponse que je peux vous dire. Oui. Maintenant, il faut voir aussi, après ce qu'a dit mon ami tout à l'heure sur le projet, est-ce que quelle est la part exacte des Chinois, puisqu'ils sont présents aussi dans le projet.
en matière des études, en matière... Même dans la réalisation. Oui, la faisabilité, ils ont été derrière. Oui. Les centres industriels qui vont créer dans la région, l'infrastructure ferroviaire, je crois, de 900 ou 950 kilomètres. Donc, c'est des investissements absolument colossaux. Oui. Moi, il y a une chose qui me fait peur, juste à partir du moment où la répression devient celle qu'on a connue dans les années 70 avec le colonel Boumedienne. Là, un tel projet, on revient aussi au méga projet démentiel où on ne s'occupait pas du tout de la rentabilité. L'industrie industrialisante, voilà, absolument. Jusqu'à créer Sonatro. Son IPEC, son ITEX, et puis ils sont arrivés à Sonatro. Je me souviens, même il y avait beaucoup de blagues qui circulaient. Ouais. Et puis ils ont déstructuré, ils ont vendu le matériel à leurs copains, des usines à leurs copains. Moi, je suis de la Sonipec, donc je connais bien. Ils ont tout bradé aux copains, parfois au dinar symbolique. C'est ce qui s'est passé en Union soviétique. Voilà. C'est ça qui a fait couler l'Union soviétique. Donc, à l'époque, on disait ça sonne partout, mais ça ne répond nulle part. Sonatro. Donc voilà, il y a un investissement colossal dans plusieurs secteurs de la Chine. On ne sait pas exactement quelle est leur part financière. Est-ce qu'ils sont aussi responsables de ce qui se passe? Et le comble, c'est que même la presse pseudo-économique algérienne, qui est censée s'intéresser à ces choses-là, faire des reportages, faire des enquêtes, faire comment on dit enquête aux journalistes, des investigations. Rien, aux abonnés absents. Personne ne sait ce qui se trame là où il y a des eaux chinoises en Moi, Algérie. Personnellement, c'est ça qui me fait peur. Oui. C'est-à-dire que les Algériens, y compris leurs experts, ne puissent pas avoir accès à toutes les données et à la vérité chiffrée, et pour qu'on puisse éventuellement soit proposer des pistes d'amélioration, soit applaudir, soit avoir quand même des critiques sérieuses et dire attention, ce projet-là peut induire des difficultés financières pour le pays. Hassan, depuis 62, vous et moi, on a le même âge. Tout à fait. Depuis 62, on n'entend que les cris de victoire avant la réalisation. Nous allons faire un miracle économique, nous allons faire la transsaharienne, nous allons faire le barrage vert, nous allons construire la plus grande usine de dessalement d'eau de mer, nous allons mettre en place la plus grande ferme laitière du monde, nous allons faire Garj Bilet. Mais jusque-là, on n'a jamais vu un seul projet se concrétiser comme ils disent. La seule chose qui continue de rapporter de l'argent, c'est les hydrocarbures. Sortez des hydrocarbures, il n'y a rien. Même les autres minerais qui sont à côté, parce que les autres ressources, c'est des ressources naturelles. On parle des terres rares, on parle de l'or, on parle des diamants. De terres rares et tout. Mais pour ce qui est de la création de richesses, il n'y a jamais eu quoi que ce soit depuis 1962 à ce jour, y compris pour le secteur privé. Rabrab y compris, je m'excuse Rabrab, il a fait de la transformation, il ramenait du soja qu'il transformait en huile. Il a beaucoup de mérite de l'avoir fait. Oui, il a créé des emplois. Il utilisait quand même ce qu'il pouvait trouver en Algérie. Mais il continue. Il continue, il grenouille dans des choses absolument inimaginables. De la corruption, des messieurs 10%, des messieurs 20%, une autoroute qu'ils ont construite, dont ils nous ont dit que c'était le projet du siècle, vous vous rappelez? Oui, tout à fait. Et qui est considérée aujourd'hui comme l'autoroute la plus chère du monde à configuration égale. C'est-à-dire, vous prenez le nombre de ponts, le nombre d'aqueducs, le nombre de virages, le nombre de ceci, de cela, et vous comparez. L'autoroute algérienne est la plus chère du monde.
Et les Algériens l'appellent l'autoroute Gruyère, parce qu'elle est pleine de nids de poules, de trous, d'ornières et tout. Jusqu'où on va aller comme ça, Hassan? Pourquoi il n'y a pas une élite qui se lève? Pourquoi il n'y a pas une révolution? Pourquoi il n'y a pas une protestation d'envergure? Ils sont en train de précipiter notre pays, l'avenir de nos enfants, contre un mur. Le drame de l'Algérie, c'est qu'on s'est nourri d'idéologie. Idéologie politique, géopolitique et religieuse. Donc vous avez dit on a réussi au niveau des hydrocarbures, et encore on a réussi parce que il suffit d'aller creuser et de chercher. On a réussi aussi toute l'idéologie religieuse. Il n'y a pas un quartier, un petit village qui n'a pas une ou deux ou trois mosquées. Ça, voilà. Mais par contre, on a moins de centres professionnels, on a plus d'imams que d'ingénieurs, de scientifiques, etc. Ça, effectivement, on l'a réussi. Vous l'avez dit une fois sur votre plateau vous-même, que le colonel Boumediene qui voulait un nouvel Algérien, un homme nouveau, malheureusement... Voilà. Nous créerons, nous façonnerons l'homme nouveau. Voilà. Et il a tout de suite, effectivement, il a biberonné à l'idéologie, à la religion, à la haine les uns des autres. Et ça, effectivement, oui. Malheureusement, il a réussi. Mais bon, ce que nous cherchons, nous, c'est justement à redresser ce pays-là, que la jeunesse à laquelle on s'adresse ne soit pas, ne baisse pas les bras, bien au contraire. Ce qu'on essaie d'inculquer, c'est un esprit critique, c'est un esprit contraire pour travailler plus, pour réfléchir plus, pour ne pas accepter justement d'être endormi par des discours. C'est ça, finalement, notre rôle ici, parce qu'on ne critique pas pour critiquer. Ils vont bientôt vous déchoir de votre nationalité, si vous le faites. Ça, ils sont en train de préparer la loi. Pour ce qui est du colonialisme français, ils ont fait marche arrière. 13 dispositions ont été retirées entre le Parlement et le Sénat. Mais pour ce qui est de la déchéance de nationalité contre les opposants, là, ils sont plus... Au contraire, ils ont rajouté quelque chose. Ils vont déchoir même les gens qui sont à l'intérieur du pays. Malheureusement, ça peut arriver. Alors, juste un point quand même sur lequel je ne suis pas d'accord avec vous. Ah. Parce qu'on est dans un média où on peut se contredire. Ah oui, et c'est du direct. Ouais, il n'y a pas de différé ici. Voilà. C'est lorsque vous dites que ni les élites, ni le peuple algérien, etc., ne réagissent, ne se rébiffent, etc., ne se révoltent. Moi, je pense que c'est un des rares peuples au monde qui s'est révolté contre le système. Il y a eu énormément de révoltes depuis 1962 contre le système. Il y a eu... C'est la raison pour laquelle, je m'excuse, c'est la raison pour laquelle il y a toujours eu des prisonniers d'opinion. C'est vrai. Sinon, on ne peut pas dire qu'il y a des prisonniers d'opinion et que les élites n'ont jamais rien dit. C'est vrai. Ça serait donc, au contraire, le peuple algérien a fait son boulot. L'élite algérienne... Mais tant que le régime est en place et qu'il continue de faire la loi et de détruire ce pays... Après, il n'a pas tous les moyens, le peuple algérien. Voilà. Il a fait ce qui était possible dans les marges de manœuvre qu'il a pu avoir. Donc, révolte, manifestation, critique, émission... Moi, je crois qu'il a été anesthésié. Il n'y a quasiment plus de conscience politique dans notre pays. Je suis désolé de le dire. Il n'y en a quasiment plus. C'est-à-dire ceux qui sont doués de conscience politique, qui sont habités de conscience politique, n'osent même pas miauler. Il y a une partie qui sont devenus les relais, les alliés naturels du régime, qui ont été corrompus. Beaucoup de gens considèrent que s'attaquer à ce régime, c'est s'attaquer à leurs privilèges, leurs piètres privilèges. Parce qu'aujourd'hui, il a 2-3 voitures par famille, 2-3 logements, un salaire qu'il touche sans se casser la tête. Et ces alliés naturels du régime, je crois qu'ils sont pires que le régime lui-même. Et qui passent leur temps à s'attaquer aux rares militants qu'il essaie de faire bouger. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, on continue juste un petit peu là-dessus. Je pense que c'est intéressant pour nourrir le débat.
Je pense que ceux dont vous parlez, et ils existent malheureusement, et c'est eux qu'on entend. C'est à eux qu'on donne la parole. C'est à eux que les chaînes algériennes accordent, que ce soit les radios, les télos ou même les journaux, accordent justement la liberté de dire. Or, la majorité silencieuse n'est pas de cet avis-là. Vous savez à quoi on peut le mesurer? Le fait, non, juste qu'ils boudent les urnes est un signe qu'ils ne sont pas anesthésiés, les Algériens. Le plus grand boycott électoral depuis 1962, ça a été les élections présidentielles. Vous savez, la culture algérienne, depuis Jugurtha, cette culture algérienne est une culture d'insoumission. On a beau subir tous les colonialismes, on a beau subir toutes les vexations, mais les ressorts de résilience dans le cœur des Algériens, il est toujours là. Vous avez la force, nous avons le temps. Non seulement nous avons le temps, mais nous avons aussi l'énergie. Et nous avons raison. Liaz Bailey, pardon de vous avoir un peu privé de votre temps de parole. D'abord, Liaz Bailey, sur cette arrestation de Djelloul Slama, dans le silence des cimetières. Hein. Personne ne réagit. Tout le monde considère que c'est bon, il l'a bien mérité après tout. Il n'avait qu'à fermer sa bouche. Non, en fait, je pense que les vrais militants qui veulent le changement pour notre pays, parce qu'on a toujours dit, c'est que l'Algérien, c'est vrai, les Algériens sont résilients, mais des fois aussi, on se pose la question, une partie de notre population qui accepte, je veux dire, un destin. C'est un destin, mais ce destin, il y a le destin et la destinée, mais c'est à nous de changer le destin de notre pays, bien sûr. C'est à nous de militer. Nous ne cherchons pas le pain en Algérie, parce que je pense que l'Algérien cherche le développement des libertés. Je pense que le développement des libertés est un préambule fondamental pour construire notre pays. Nous dénonçons ce qui se passe, toutes les opinions sont réprimées, que ce soit politique, économique, social, qu'on soit d'accord avec Djelloul Slama ou pas, qu'on soit d'accord, pourquoi le mettre en prison? Qu'est-ce qu'il a fait? Même Boualem Sansal, moi personnellement, j'ai dit alors, est-ce que le régime ne s'est pas tiré une balle dans le pied en incarcérant Boualem Sansal? Même si on n'est pas d'accord, il fallait l'inviter à Babzoua, à la fac centrale d'Alger, et faire appel à des historiens. Donner cette image de l'Algérie, c'est une image de l'Algérie qui se veut vraiment, qui se veut émancipatrice. On débat, c'est les idées qui comptent. Pourquoi chaque fois quand le régime n'est pas d'accord avec une personne, il le met en prison? C'est ça la question. Nous arrivons à la fin de l'émission et j'ai un sujet à vous proposer. Je vous demanderai de le traiter l'un et l'autre de façon assez dynamique parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Enfin, en fait, on a débordé sur le temps. En Algérie, où la violence se déchaîne, la violence sociale, les féminicides, les agressions dans la rue, les gens qui se suicident, les gens qui meurent d'overdose. C'est incroyable le niveau que ça atteint. Alors, depuis hier, l'Algérie est en effervescence à cause d'un acte ignoble, un féminicide, un père, un homme qui a tué sa fille à coups de fourche. Wow. Et il paraît que derrière, c'est une histoire vraiment ignoble. Il passait son temps à la maltraiter, à maltraiter ses autres enfants, sa femme. Et c'est en train de susciter une clameur en Algérie. Les gens sont fatigués de toute cette violence. Nous allons voir ces images. خرجت نجري دخلت في الكوزينه انا قلت كيما العاده مال في يضربها ضرب شديد قلت كيما مال في يضربها سمعت بنتي تقول له وتربطني علاه جايه عند الباب نص متغلق عليها جايه نزيد نسمع شي تقول مانيش عارف
نقول هذا تجن وحل الباب، صابني عند الباب قال لي هلا راكي جايه نكملك. من بعد الكلمه الاخيره اللي بقات في وذني تاع بنتي، امي المدرة، امي المدرة. في هذه المراه مع هذو ذرالي ماهيش من دوك النوع تاع نسالي ولا ما على باليش انايا خارجين على الطريق ولا راهي مراه راني نقول لك انني ولد عمها وراني تربيت معاها، تحشم بعد تخمس معايا برك، تحشم بعد تخمس معايا، تالمهم قادره راجلها ومحافظه على الشرف تاع اولادها. الاسم تاعها هذه دار هذه هي معروفه بأميمة، هي معروفه بأميمة، هي في الكاري تاعها اسمها اسماء. ونطلب من السلطات، راكم شايفين الشتاء تاع السنه هذا راه جاي شويه قاس، راني نتمنى في اقرب الاجال Oui, Elias, en une minute, en attendant que j'explique un peu à Hassan qui ne parle pas très bien l'arabe. كانت هذه. Et c'est triste d'en arriver à cette situation. C'est vraiment triste. En fait, on est impacté. C'est vraiment, on est submergé par ce qui s'est passé pour cette jeune fille qu'on lui a ôté sa vie. Pour un oui, ça ne peut être que pour un. Je ne sais pas pourquoi on lui a ôté sa vie. C'est fou. Est-ce que c'est le problème de l'école? Est-ce que c'est le problème des services sociaux? Est-ce que c'est le ras-le-bol aussi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Franchement, là, je n'ai pas d'autre élément. C'est que je lui... Enfin, Rabbi Yarhamha, ça c'est important. Et Rabbi Yarhamha, et puis qui donne aussi le courage à sa maman. Quant à ce père, c'est... Qu'est-ce que vous voulez? C'est-à-dire, il faut qu'il prenne la sanction qu'il faut. Parce que tuer sa propre fille, je veux dire, c'est de façon barbare comme ça. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Là, on est dans une autre sphère de barbarie, quoi, avec la force. Merci, Elias. Hassan Hirsch. Oui, c'est un drame à la fois familial, un drame social, un drame national. Et moi, ce qui me rassure, c'est que vous m'expliquiez que les Algériens ont été écœurés, scandalisés par ce qui s'est passé. Donc il y a quand même, encore une fois, des ressorts de résistance, une réaction saine. Mais c'est vrai que malheureusement, en Algérie, la violence sociale est énorme parce qu'elle est accompagnée d'une violence institutionnelle et elle est accompagnée aussi d'une faiblesse justement de notre justice qui ne répond pas toujours justement aux besoins du justiciable algérien parce que tout simplement elle est plutôt déstructurée dans la mesure où ce n'est pas une justice indépendante. Donc ce qui est vrai en termes politiques, on a parlé de M. Slama Djelloul, mais ça doit être vrai aussi au niveau social. On peut tout à fait imaginer, je ne veux pas faire de procès d'intention, mais on peut imaginer une justice des plus forts, des plus riches, voilà. Et puis parfois aussi on utilise beaucoup la religion, on se contente de dire la ghalib, alors que les justiciables justement doivent être traités comme des Algériens qui ont besoin de réparation, qui ont besoin d'être secourus, qui ont besoin de compter sur l'État, sur les institutions, parce que c'est le seul recours. Sinon, chacun va rendre justice à soi-même, et c'est ce que disait tout à l'heure notre ami Elias Jbeili, à savoir que malheureusement, quand la violence s'installe dans l'État, la société devient en état de violence. C'est ça qu'il a appelé justement la barbarie. Oui, et c'est ça qui fait peur. Merci Hassan, merci Elias, merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission. Pardon, désolé d'avoir un peu débordé sur l'émission des collègues qui arrivent après. Bonne soirée à vous. Merci.
Décryptage par Jamaldine Benchenouf.